Kompass bringt fremde Kulturen ins Rüebliland. Kompass, jetzt auf Kanal K. Fenêtre sur l'Afrique, avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K. Bonsoir Lomé, amis panafricanistes, bienvenue dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. Merci de nous être fidèles également sur notre radio partenaire Légende FM à Lomé au Togo et la VRA, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne. Au programme ce soir, la crise sociopolitique au Togo. Et bien donc, à un mois des élections législatives, le peuple togolais est inquiet. La tension est encore très vive du nord au sud. Beaucoup d'interrogations se posent. Les législatives se tiendront-elles le 21 juillet prochain dans ces conditions de troubles sociaux et politiques? Ce sera le débat dans un moment depuis Lomé au Togo avec Gilbert Bawara, ministre de l'administration territoriale, et Dr Achou Edem Kwasi, coordinateur international du CVU, collectif pour la vérité des urnes à Genève. Mais bien avant cela, je vous propose notre éditorial sur la crise socio-politique au Togo. Et si l'archevêque de Atakpamé avait raison, la paix ce n'est pas un mot, mais un comportement, a dit Feu Féliste Ofoué-Boigny. Au lendemain de l'annonce de la date des prochaines élections législatives fixées par le gouvernement togolais, au 21 juillet 2013, le climat sociopolitique est très tendu, faisant planer des risques de violence sur le Togo. Notons que le gouvernement a fait embastiller certains opposants et présidents de partis politiques. Dans cette situation de vive tension, en sa qualité de président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, Monseigneur Nicodème Bariga sort de son silence et préconise une entente minimale entre gouvernement et opposition avant la tenue des élections législatives. Dans une interview parue ce 11 juin, Monseigneur Nicodème Bariga s'est montré très préoccupé. Eh bien, le prélat, dans cette interview, a même osé affirmer, je cite, « Il suffit d'une étincelle pour embraser le Togo ». Monseigneur Nicodème Bariga, qui a œuvré inlassablement à l'aboutissement du processus de réconciliation, avait donc remis, depuis le 3 avril 2012, 68 recommandations au gouvernement. Eh bien, que sont donc devenues ces recommandations qui, selon le président de la CVJR, pourraient apaiser le climat sociopolitique, combattre l'impunité et rendre la réconciliation plus effective? L'opposition, qui continue par exiger les réformes en vue de garantir la transparence des élections, exclut donc tout boycott, mais promet que les élections n'interviendront pas sans sa participation. Le gouvernement, de son côté, déploie des forces de sécurité qui font usage d'une force excessive pour étouffer les revendications populaires, occasionnant des blessés. Et bien d'ailleurs, le même gouvernement avait interdit il y a quelques semaines, jusqu'à nouvel ordre, les manifestations de rue. Les Togolais se rappellent encore du boycott imposé par l'UFC, l'Union des forces de changement, aux autres forces de l'opposition lors des élections législatives de 2002, qui ont donc donné lieu à une assemblée monocolore et ouvrant la voie à une modification constitutionnelle. Dans ce cas de figure, pour les législatives du 21 juillet prochain, laisser le parti au pouvoir compétir avec des partis qui n'existe en réalité que de nom, ne fait pas l'unanimité au sein de certaines formations politiques.
Eh bien, pour certains observateurs, une participation à ces élections signifierait la fin du collectif Sauvons le Togo sur le plan politico-médiatique. En revanche, à la coalition Arc-en-Ciel, malgré qu'elle opte aussi pour un dialogue avant toute élection, le boycott n'est pas à l'ordre du jour. Tout ceci met le peuple dans un climat de désespoir qui en réalité, ne croit plus aux élections pour une alternance politique au Togo. Autre problème, c'est l'affaire des incendies des marchés qui continue. La pièce maîtresse du gouvernement qui a servi d'alibi pour embastiller les leaders de l'opposition, Mohamed Loum alias Tometi, ne cesse de parler, de s'égosiller pour dire qu'il n'en peut plus et que devant sa conscience, le poids du mensonge, de la délation devient indigeste et plus lourd que ses deux frères l'épaule et que les vrais coupables sont connus par le pouvoir qui ne cesse de le manipuler. Eh bien, amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, amis panafricanistes, dans ce climat délétère, qui a donc intérêt à jeter de l'huile au feu en voulant organiser coûte que coûte une élection unilatérale, qui a donc intérêt à diviser le Togo plus qu'à l'unir. Notons que dans une situation similaire à celle du Togo, la Guinée-Conakry de Alpha Condé a ouvert un dialogue politique interguinéen entre opposition et la mouvance présidentielle et aussi le gouvernement sous l'égide du facilitateur international, l'Algérien Saïd Djinnit. Sur les 10 conditionnalités figurant sur la liste des revendications de l'opposition guinéenne, un consensus a été trouvé dans le sens de l'apaisement. Fort de ce climat d'entente politique, notons que les législatives qui étaient prévues pour se tenir le 30 juin prochain en Guinée-Conakry seront sujettes à un nouveau chronogramme qui sera fixé par la CENI guinéenne. Alors, n'est-il pas temps, grand temps, amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, que le président de la République togolaise, Faure Essomzina Singbe, garant de l'unité nationale, soit au-dessus de la mêlée pour écouter le sage conseil de Monseigneur Bariga, qui certes a raison de craindre le pire pour le Togo. Pour un apaisement politique et social, le président Faure Gnassingbé doit mettre bas la terre en libérant les libères et autres détenus politiques et ouvrir un dialogue franc et sincère. Eh bien, pour l'intérêt supérieur de la nation, une sortie de crise passerait impérativement par l'ouverture d'un dialogue franc, sincère et inclusif entre pouvoir et opposition. Merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Canal K, légende FM au Togo et la VRA, la voix de la résistance africaine. C'est le pouvoir en place qui l'a dit et l'opposition l'a repris. Même pipe, même tabac. Malentendu politique hier. Malentendu politique hier. Intérêt personnel déguisé engendre les soulèvements. Vite répliqué. Vite répliqué. Ceux qui sont au pouvoir s'y accrochent. Et on essaie pourquoi. Même si autour de tout s'écroule. Ils prétendent aimer ce peuple. Ils prétendent aimer ce peuple. Malentendu politique hier. Malentendu politique hier. Prochaine législative, l'opposition finira-t-elle par mordre à la part d'une élection truquée? C'est le sujet de réflexion que nous propose notre correspondante Fabi Kouassi depuis Lomé. Fabi Kouassi, bonsoir.
Amos, bonsoir. Effectivement, l'annonce par le gouvernement togolais de la tenue des législatives le 21 juillet 2013, l'opposition togolaise donne l'impression de perdre les pédales. Malgré les annonces officielles où elle montre d'une témérité apparente, en réitérant qu'elle ne boycottera aucune élection, mais qu'elle ne va pas y participer dans des conditions rocambolesques. À l'interne, ce n'est pas du tout la sérénité. Les réunions se multiplient entre le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel. Du côté du collectif, la tendance est de ne participer à aucune élection aux résultats déjà connus. Mais là encore, ce n'est pas l'unanimité. Certaines formations politiques, dont deux notamment, sont tentées par ces élections, dont leur caractère de fraude est pourtant avéré. Au niveau de la coalition Arc-en-Ciel, comme une grande partie de l'opinion le pressentait déjà, la tendance est à une participation des prochaines législatives. Seul X signe un accord électoral entre les partis du collectif pour se donner plus de chances. Ce regroupement politique, avec ou sans un accord dont la signature est peu probable, pourrait déposer les candidatures d'ici lundi prochain, date de clôture du dépôt. Cette attitude de l'opposition qui consiste à faire un pas devant, un pas en arrière à chaque joute électorale laisse plutôt perplexe. Les populations qui ont eu à payer en lourd tribut du fait des violences électorales savent qu'aucune élection organisée par le pouvoir cinquantenaire de Gnassingbé ne peut répondre aux normes démocratiques. Cette posture assez curieuse de la classe politique de l'opposition suscite néanmoins quelques observations et interrogations. En 23 ans de lutte, l'opposition togolaise ne semble pas comprendre que les élections aux conditions du régime héréditaire ne sont nullement la solution à la crise togolaise. On se souvient qu'au lendemain de la frauduleuse de 2010, où Faure Gnassingbé s'est attribué plus de 60% des voix, Maître Paul Dodiapévon, président du CAR, le comité d'action pour le renouveau, et membres de la coalition Arc-en-Ciel soutenaient qu'avec le régime togolais, les élections sont vidées de leur quintessence. Cette assertion, 3 ans après, n'est-elle plus d'actualité? Par ailleurs, la même opposition, les deux regroupements combinés, n'ont cessé de décrier la composition de la CENI qui est aujourd'hui truffée des militants du parti au pouvoir et de son allié de l'UFC de Gilchrist Olympio. De même, ils ont cessé de critiquer le processus de recensement qui a vu l'enrôlement des mineurs et des étrangers. Comment l'opposition compte-t-elle remédier à toutes ces anomalies avant de se jeter pieds joints dans un processus où nul besoin d'être politique chevronné pour comprendre que participer à une telle entreprise relève d'une absence de discernement et d'une trahison envers la lutte de tout un peuple et la banalisation de l'incarcération injuste des militants et autres responsables qui croupissent toujours dans les geôles des prisons dans une sordide affaire d'incendie dont les vrais auteurs sont connus de tous. À observer la précipitation avec laquelle l'UFC et le pouvoir RPT Unir font montre dans ce processus électoral, il n'est un secret pour personne que les résultats de ces élections existent déjà et qu'il s'agit juste de faire une mascarade pour offrir une majorité très confortable au parti illégal de Faure Gnassingbé qui jusqu'à ce jour n'a toujours pas tenu son congrès statutaire pour prétendre à un minimum de légalité. Si tel est le cas, les opposants togolais veulent-ils courir derrière la minorité qu'ils vont se partager entre eux, des strapontins que le prince voudra bien leur offrir pour après chasser leurs députés de l'Assemblée nationale, comme ce fut le cas de ceux de l'ANC qui n'ont pu jamais trouver leur siège malgré la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Il est malheureux de constater que l'opposition togolaise garde ce réflexe d'enfant et perdent les repères à l'annonce de chaque élection, alors même qu'elle n'a aucune garantie de leur crédibilité et de leur transparence. De plus, tout se passe comme si, sans cet agenda républicain qui voudrait qu'on tienne des élections dans un régime pourtant dictatorial, la classe politique n'a d'autres moyens pacifiques pour offrir l'alternance aux Togolais. Le parti au pouvoir, qui n'a en réalité besoin des suffrages des populations, sachant qu'il n'a pas une base électorale qui excède les 10%, est décidé à chaque mascarade à imposer, s'il le faut, par les armes, ses résultats pour se pérenniser au pouvoir. Et donc, c'est Faure Gnassingbé apparatchik qui se frotterait les mains si jamais l'opposition mordait à la pas d'une élection truquée, car sa seule participation est déjà un gage de crédibilité pour son régime champion en hold-up électoraux. Pendant que les opposants dansent le tango et que leur cœur balance entre aller ou ne pas aller, il est à saluer que même le très versatile Nicolas Lawson,
président du PRR a compris que participer à ces élections, c'est exposer les populations aux violences de 2005 qui ont fait au moins 1000 morts et qui ont permis à M. Gnassingbé de capter dans un torrent de sang le fauteuil présidentiel. Quand on sait que beaucoup de sources confirment et affirment la réactivation des groupes de milices à la solde du pouvoir pour imposer les résultats fabriqués et faire du prince l'omnipotent, le bon sens voudrait que cette opposition revoie sa copie et abandonne les envies et les privilèges de devenir de 7 députés dans une république bananière, alors que les populations croupissent dans la misère et espèrent une sortie de crise durable, plutôt que des solutions de 5 ans qui ne servent que quelques intérêts partisans et faisant de leurs concepteurs des complices avérés d'une dictature aussi sournoise que sanguinaire. Fabi Kouassi, merci beaucoup depuis Lomé pour cette réflexion sur les prochaines législatives au Togo. Rendez-vous samedi prochain. Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos. togocity.com, ici lomé.com, cvu-togo-diaspora.org, mo5-togo.com, togo-online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Le togovie.com, Afripreissa, togoactualité.com, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K. Élections, contestations, répression policière et le cycle infernal continue au Togo. À un mois des élections législatives, les différentes villes du Togo connaissent des remous successifs. Ces derniers temps, et la tension est vive dans le pays avec le mécontentement des travailleurs et des partis d'opposition. Indignation, consternation, la population togolaise est prise de peur en ces moments, car élection est souvent synonyme de violence qui engendre des morts, des blessés et aussi des réfugiés. Beaucoup de polémiques donc autour de la composition de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, organe chargé de veiller au bon déroulement à la transparence des élections. Sur le plan national et international, le Togo est connu pour les fraudes électorales. Dans cette situation de vive tension politique et sociale, est-il louable d'appeler les Togolais aux urnes le 21 juillet prochain? Ce sera le débat dans un instant dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, le débat annoncé, c'est déjà prêt et tous nos invités sont déjà en ligne depuis Lomé et depuis Genève, ici même en Suisse. Depuis Lomé, nous accueillons Gilbert Bawara, ministre de l'administration territoriale, et Dr Atouedem Kouassi, conseiller spécial chargé de la stratégie et des relations diplomatiques de haut but, organisation pour partie dans l'Union Togo Solidaire. Dr Atou également coordinateur d'un nouveau mouvement citoyen CRD, conseiller de la résistance de la diaspora, qui quand même vient d'être porté sous les fonds baptismaux il y a quelques semaines seulement. Alors nous en parlerons de ce mouvement vers la fin de ce débat. Alors la toute première question directement au ministre Gilbert Bawara. Alors de plus en plus de voix s'élèvent au Togo pour tirer la sonnette d'alarme que le Togo, ce pays court vers l'embrasement. Alors, comment appréciez-vous les préoccupations de Monseigneur Bariga, président de la CVJR, alors pour un apaisement politique? Ne pensez-vous pas qu'il faille dialoguer avec l'opposition, comme le suggère également Monseigneur Bariga? Vous savez, je n'ai pas eu l'occasion de lire l'interview de Monseigneur Bariga. Je ne connais ni la réalité de cette interview, ni la teneur éventuelle de cette interview, donc je ne saurais vraiment penser une interview que je n'ai pas pu parcourir. Mais en revanche, il est constant pour nous, gouvernement, que Monseigneur Bariga
le prélat Bariga a joué un rôle et continue à jouer un rôle important en vue de l'apaisement de la vie nationale, en vue de la réconciliation nationale. Et il a joué un rôle déterminant à la tête de la CDJR, donc il n'est pas surprenant qu'il puisse exprimer des préoccupations ou suggérer qu'il faille prendre un certain nombre de mesures pour consolider le processus d'apaisement et de réconciliation nationale. Vous savez, beaucoup de Togolais, à l'instar de Monseigneur Bariga, ont sans doute été tellement choqués par les violences, les destructions, les dégradations de biens publics et privés que nous avons connues il y a environ 2 semaines à Lomé, à l'occasion de manifestations publiques organisées par le collectif Souvent le Togo et par la coalition Arc-en-Ciel. Et quand on voit l'ampleur des dérives face auxquelles nous nous trouvons, il y a des raisons de se préoccuper. Je voudrais souligner en ce qui concerne le dialogue politique que le gouvernement, le président de la République ont toujours été constants. Que la cohésion du pays, la paix, la possibilité d'accélérer le développement économique et social, de satisfaire aux attentes et aux besoins des populations togolaises dépend de la possibilité pour toutes les forces politiques et sociales de conjuguer leurs efforts. Et pour y parvenir, il faut nécessairement le dialogue et la concertation. Et c'est dans cet esprit que des initiatives concrètes ont été prises depuis 2010 pour favoriser le dialogue et la concertation. Oui, Gilbert Bawara, je vous comprends. Exactement, mais actuellement... de la classe politique. Oui, justement, monsieur le ministre, justement, parlant de dialogue, il semblerait, ou bien actuellement, vous-même vous l'avez déclaré, qu'il n'y aura pas de dialogue il y aura de dialogue qu'après les élections législatives. C'est ce que vous avez vous-même affirmé, monsieur le ministre. Non, vous savez, nous n'avons pas la même conception de dialogue. Pour le gouvernement, un dialogue politique ou social doit être permanent. Toutes les questions d'intérêt national ne peuvent être réglées qu'à travers le dialogue. Mais le dialogue, tel que certains en parlent, ils en font plutôt une exigence ou un préalable avant les élections. Mais ce sont plutôt des incantations. Nous sommes dans les actes. Nous avons toujours été dans l'action. Nous avons toujours pris des actes pour proposer le dialogue et préconiser le dialogue, pour tenir des dialogues. Donc, ce que le gouvernement dit, le dialogue ne peut pas être un préalable aux élections. Le dialogue ne peut pas être utilisé comme une stratégie ou une manœuvre dilatoire. C'est ce que le gouvernement refuse. Et cette stratégie-là, nous ne souscrirons jamais à cela. En revanche, être attentif, être à l'écoute, rechercher des occasions de débat, d'échange d'idées, de discussion avec les autres composantes politiques et sociales. Si des questions d'intérêt national, y compris les élections, le gouvernement ne voit aucun mal à cela. D'accord. Nous allons demander également l'avis de notre deuxième invité, qui n'est autre que Dr Atuedem Kwasi. Alors, Monseigneur Bariga vient de faire une sortie médiatique sur la situation et se dit très préoccupé par les tensions sociales et politiques du Togo. Mais le gouvernement insiste sur la tenue des élections. Quelle est votre lecture de la situation, Dr Edem Kwasi? Je vous remercie, Sylvain Amos, de l'opportunité qui nous est offerte au BU, au CST et surtout au CRD, qui est le collectif de résistance de la diaspora du Togo, de nous exprimer sur la situation de notre mère patrie. Mais bien avant, je voudrais adresser mes lumineuses et précieuses pensées à M. Bawara et au-delà de lui au gouvernement du Togo, et spécialement à tous nos compatriotes, que ce soit sur le territoire national et dans la diaspora. Avant de vous répondre à votre question, permettez-moi, M. Amos, quand même de relever des contre-vérités de M. Bawara qui méritent clarification au niveau de l'opinion. Quand M. Bawara parle d'une dynamique de concertation et d'ouverture au niveau du régime dont il est le serviteur, je pense que là, c'est de l'imposture. Parce que je voudrais rappeler à M. Bawara que quand il était dans le désert avec ce régime, moi, en tant que conseiller de la stratégie politique et diplomatique de Obu, avec le président Agbeomé, nous avons participé, et Gérard Hardia d'ailleurs, qui est dans leur show, nous avons participé au CPDC rénové. Et là, c'était son ennemi juré, le ministre Bodjona, qui était le case manager là-bas, et qui avait
été transmise en ce moment à Gilbert Ngbo, qui était le Premier ministre. Ces documents, quand le Premier ministre Kodjo et le président Kodjo a été arrêté dans notre campagne diplomatique, on l'avait transmis au président Hollande, à Obama et tout ça. Donc quand M. Bahara dit qu'il y a concertation et ouverture, c'est de l'imposture. Maintenant, quand il parle de dialogue permanent, je veux en finir avec cette deuxième compte vérité pour répondre à votre question. Quand il parle de dialogue permanent, au fait, un dialogue, en réalité, dès qu'on est dans du registre du vivant, il y a un dialogue permanent. Dès qu'on est du registre du vivant, c'est-à-dire tout être humain qui a la vie en lui est en dialogue permanent avec la vie. Mais maintenant, si on veut transposer ça dans le cadre politique, ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire qu'il y a un espace d'écoute où c'est pas du monologue, mais les parties en présence échangent et construisent avec leurs échanges. Dans le cas du Togo, ce n'est pas ce que nous observons. Maintenant, par rapport à ces comptes vérités, je pense que je ne vais pas en parler du reste. J'en viens maintenant à Monseigneur Bariga. Encore 1 minute. Souffrez que je puisse éclairer l'opinion, Monsieur Amos, je vous en prie. La sortie de Monseigneur Bariga est à saluer et a le mérite de démontrer à l'opinion que les exigences des forces de l'alternance et du progrès sont légitimes, vu que c'est le président d'une institution de l'État créé à la suite du massacre d'un millier de Togolais lors de la présidentielle de 2005, qui a vu la session rocambolesque de Faure Gnassingbé au pouvoir, qui tient ses propos. Il faut savoir que la CVJR, dont les travaux sont loin d'être parfaits, a tout de même transmis ses conclusions depuis plus d'1 an au pouvoir, qui se plaît à se jouer de ses recommandations censées aider à la construction d'une société de confiance où la réconciliation avec des Togolais entre eux et avec leur histoire devrait être une réalité, la paix et la justice sociale, le partage quotidien de nos populations. Malheureusement, tout se passe actuellement dans le pays comme s'il n'y avait pas un tragique précédent s'apparentant à un quasi-génocide au Togo il y a 8 ans de cela. Quant à la mort du général Eyadema, nos compatriotes, le peuple, a choisi d'en finir avec la dictature militaro-clanique incarnée par la famille Gnassingbé. Monseigneur Bariga a donc, pour une fois, eu le courage de dire haut ce qu'il pense bas, car les prodromes de l'Apocalypse sont là. Le front social est en permanente ébullition. Justement, merci. On a des grèves récurrentes des travailleurs, des étudiants, des manifestations de révolte dans les différentes villes du pays. D'apparent qui retient son souffle par rapport aux contentions entre l'État et la famille d'Outi Sinalengue, qui n'est pas encore enterré. L'autorité de l'État est contestée au point où à Badou, les populations... On vous comprend. On vous comprend, docteur Atou. Et donc, pour vous, pour un apaisement, et Monseigneur Bariga a raison d'appeler également qu'il doit y avoir un dialogue entre pouvoir et opposition avant les élections. Nous allons relancer tout de suite le ministre Gilbert Bawara. Et Gilbert Bawara, vous êtes toujours en ligne avec nous? Je suis toujours en ligne avec vous. Je ne veux pas descendre si bas que M. Atou pour faire certaines déclarations ou tenir certains propos. Je voudrais d'abord dire une chose. Tout Togolais, toute Togolaise qui peut à un moment ou à un autre servir notre pays, comme membre du gouvernement, il faut le prendre comme un privilège. Et il ne faut pas s'en offusquer ou s'offusquer outre mesure qu'on soit ministre et qu'on ne le soit pas demain. Et donc, je ne sais pas si lui, il m'a déjà dit me larmoyer, parler de traversée de désert, je ne sais pas ce que ça signifie. J'étais conseiller spécial du président de la République. Est-ce qu'il m'a déjà vu comme quelqu'un qui aurait été malheureux, contrairement à d'autres? Peut-être que c'est le cas de certains qui sont avec lui. Moi, j'ai eu le privilège de servir le pays comme ministre pendant 5 ans d'affilée, et après, je ne l'étais pas. Ce n'était pas un drame. Et les autres qui servaient le pays, c'était aussi à leur honneur. Donc, je voulais le rassurer pour dire que lui et moi, nous n'avons pas la même conception du service de l'État. D'accord. Moi, j'ai une question. Être ministre n'est pas une profession. Justement. Deuxièmement, je voudrais aussi le rassurer que M. Pascal Diona n'est pas un ennemi, encore moins un ennemi juré. On peut avoir des divergences, on peut travailler ensemble et avoir des nuances, ça c'est une autre chose. Donc, je ne veux pas commenter ces Merci. choses. Merci. Moi, je peux me donner une seule disposition
des compromis qui avaient été engrangés dans le cadre du CPDC dit rénové, auquel Obu faisait partie et qui n'a pas été mis en œuvre. Il ne peut pas me le dire. Bon, quand il commence à raconter des histoires... On comprend, monsieur le ministre. D'accord, on va y passer. On va y passer. On va y passer. Le serviteur a été quand même le président de son parti. On va y passer. Moi, j'ai une question très importante, une question qui tient à cœur à beaucoup de Togolais. C'est l'affaire des incendies qui continuent. Et Djibé Bawara, vous êtes ministre de l'administration territoriale, je viens de le relever. Et Mohamed Loum vient de faire des nouvelles déclarations impliquant certains membres du gouvernement qui l'auraient manipulé, torturé. Le problème de l'armée est soulevé par le commandant Olivier Ama. Et bref, l'embastillement de certains leaders de l'opposition, etc. Alors, tant de choses qui mettent le pays sous tension, monsieur le ministre Djibé Bawara. Alors, que fait concrètement le gouvernement pour un apaisement politique? Non, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que le gouvernement ne veut pas être dans les incantations, ni dans les commentaires. Vous parlez de M. Mohamed Loum. Bon, c'est un personnage quand même extraordinaire. Moi, je ne veux pas faire des commentaires à propos d'une procédure judiciaire. Ceux qui estiment que M. Loum serait devenu subitement un messie et qu'il peut les tirer de leur ennui judiciaire, tant mieux pour eux, si cela arrivait. Maintenant, vous faites référence. Je vous dis tout simplement que le gouvernement a toujours cherché à ce que les partis politiques, les organisations de la société civile qui désirent apporter une contribution concrète à l'apaisement de la vie nationale, à la réconciliation nationale, à la gestion des affaires publiques puissent le faire. Et c'est dans le même état d'esprit que nous sommes aujourd'hui. Nous avons mené des réformes. Je vous donne un seul exemple. Prenez le cadre électoral togolais. Comparez-le avec les cadres électoraux des pays voisins et dites-moi, M. Gilbert Bawara, en tant que ministre, pourquoi au Togo on ne fait pas ceci comme tel autre pays? Je vous donne un seul exemple. Nous sommes un des rares pays où la CENI cumule la compétence et les attributions pour organiser, superviser et contrôler les élections. Au Sénégal, ce n'est pas le cas. Au Sénégal, ils ont une commission électorale nationale autonome composée de 12 membres. Les 12 membres sont nommés par le président de la République. La Sénat ne fait que superviser et contrôler les processus électoraux. Ce n'est pas le cas dans notre pays. Donc, je ne veux pas me mettre à faire des incantations ni à attaquer qui que ce soit. Je vous dis tout simplement, Monseigneur a bien fait d'attirer l'attention des uns et des autres sur la vertu du dialogue et de la concertation, sur l'esprit de compromis et de conciliation. Parce qu'il a été quand même témoin des actes de violence inouïs, de destruction et de dégradation des biens publics auxquels se sont livrés les amis de mon frère Atou à Lomé il y a quelques semaines. Il s'est rendu compte qu'il y a un radicalisme qui est en train de s'installer dans une branche de l'opposition. Et tout cela, je pense qu'il s'adresse aussi bien au gouvernement et aux autres composantes politiques, mais particulièrement au collectif souvent le Togo, dont fait partie son parti politique. Donc voilà un peu la réalité de la situation dans le pays. Je comprends. Merci. Moi, j'ai été en Suisse. Je ne sais pas combien de fois mon frère Atou est au Togo et c'est la réalité de la situation. En tout cas, merci Djibé Bawara. On va quand même relancer Dr Atou pour lui poser cette question et pour quand même réagir par rapport à votre intervention de tout à l'heure. Alors, Dr Atou, vous êtes avec nous, hein? Je suis avec vous, Sylvain. Moi, je voudrais d'abord faire remarquer quelque chose à mon cher frère Gilbert Bawara, parce que M. Bawara, on est avant tout enfant du Togo, on est des frères. Et parce qu'on est des frères, la seule chose qui doit compter entre nous, c'est l'amour. Et c'est parce que je vous aime bien que je vais vous dire les choses, sans faux fuyant, pour vous aider à prendre conscience. Déjà, parlons de Mohamed Loum. Mais M. Bawara, moi, quand je vous écoute, entre vous et M. Mohamed Loum, il n'y a aucune différence dans vos comportements. Vous dites ceci le matin, à midi, vous dites autre chose, le soir, vous dites autre chose. Est-ce que je vais vous traiter de psychopathe? Mais pourtant, vous traitez Mohamed Loum de psychopathe, M. Bawara. Alors que vous vous comportez exactement comme M. Mohamed Loum. De surcroît, je suis psychiatre, je sais ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, quand vous dites, mes amis ont brûlé les choses, gâté les choses. Mais M. Bawara, vous avez du toupet, hein? Moi, il y a un an, à Lomé, le 12 juin 2012, j'ai failli perdre ma vie
vos amis. C'est vos amis, Bawara. Et en ce moment, c'est votre ennemi juré, Bodiona, qui était aux commandes là où vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, Bodiona, il a dit, docteur Atou, il a dit Bodiona n'est pas son ennemi. Hein. Là, vous pouvez retirer ce mot-là. C'est pas un ennemi juré. Vous savez, non, pas du tout, je pense pas. Il y a des rivalités. Comme M. Barra se plaît à nous dire, il faut que nous voulons qu'on être tiré de l'anus. Moi aussi, je lui renvoie de petites piques. Mais on est des frères, Barra et moi. Moi, j'ai des amis de Niamtougou. Après, lui et moi, on boira avec ses amis. Donc, revenons à notre discussion. Donc, c'est pour dire, il faut que M. Barra arrête de raconter des histoires, parce que il y a les vidéos sur YouTube, hein, où on voit des gens identifiés, hein, appartenant à nos forces de sécurité, qui avaient des gourets cloutés et autres dans les mains. Le monde entier a vu tout ça, c'est récent. Mais si vous violentez les gens vont réagir. Maintenant, parlons du cadre électoral. Moi j'en viens à ça. Et avant de parler, de vous donner mon appréciation pour que l'opinion puisse mieux comprendre si, en toute sincérité, aujourd'hui, les conditions sont réunies pour aller aux élections au Togo, je vais me référer à l'histoire politique récente de la région ouest africaine. En 2011, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a été organisée sur fond de consensus politique national, mais dans un contexte de conflit larvé où le pays était en partition le nord aux mains des amis des rebelles de Soro et Ouattara. Les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions et tout le monde l'a salué. Mais qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de la proclamation des résultats? Nous tous, nous l'avons en mémoire. C'est plus de 3000 Ivoiriens qui sont morts parce qu'il y avait deux chefs d'État, hein, qui se sont proclamés, l'un validé par la Cour constitutionnelle, l'autre autoproclamé. Finalement, c'est un coup d'État qui va installer celui qui est soutenu par la communauté internationale. L'autre est à la Haye. Et aujourd'hui, à la Haye, on dit il faut fournir les preuves et on voit les turpitudes de la politique. Merci, docteur Eder Kouati. Non, c'est pas fini. Alors au Togo, la même communauté internationale qui avait dit pour la Côte d'Ivoire que tout était bon. Cette communauté internationale dit non, j'émets des réserves. Déjà, les cartes d'électeurs, on a dit, mais c'est pas Tabiou qui devait signer, que c'est Angel Adiga. On a dit que pour le cadre électoral, il y a des efforts à faire. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement n'a rien fait. Le fichier électoral, on parle de doublons. Mais allons-y, que c'est 0,01% ou tout ça. Mais on parle d'élections législatives où très facilement, 2-3 voix c'est fini, on vole, on gagne la victoire. Au niveau de la répartition des sièges, tout ça, ça a été fait unilatéralement par le pouvoir. Docteur Atou, merci. Promodia Production présente Wezepé. Esmoa. Afivi, eweva trolekia, ejojinamdo. Afivi, eweva trolekia, ejinamdo. Certi. Muntilanya, mokele jole nyemba kuwodome. Muntila se enowagome. Oh girl. Sasukudu. Nyonki Nyonkana. Mina. Des 4-10 ans. Dans un grand concert suivi d'une soirée dansante ce samedi 29 juin 2013 avec DJ Abel de Calais à Bruxelles. Retenez bien l'adresse, rue Eloy 80, salle Excelsior. Billets en vente aux frais de chez Charlotte, Belle Africa, La Perle Noire, chez David. Avec le soutien de Fenêtre sur l'Afrique, Tam Tam Express, la marque Touareg, Soulabra Palabra, Création Rufino, la musique togolaise en mouvement. Cet été à Bruxelles, c'est ce samedi 29 juin 2013 à la salle Excelsior rue Eloy 80.
Infos et réservations 0489 20 57 28 0466 02 16 06 0493 29 42 29. Promodia Production, la fièvre musicale africaine. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Eh bien, le réseau dérangeait ici même en Suisse et également à Lomé au Togo. Tant mieux, on retourne au studio dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K et également Légende FM à Lomé au Togo sur la VRA, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne. Débat sur la situation sociopolitique au Togo. Débat qui oppose Gilbert Bawara, ministre de l'administration territoriale, et Dr Atou Edem Kwasi, conseiller spécial chargé de la stratégie politique et de relations diplomatiques de OBU, organisation pour partie dans l'Union 1 Togo solidaire. Eh bien, je soumettais cette question au ministre Gilbert Bawara. L'Union européenne et d'autres partenaires du Togo demandent au gouvernement d'ouvrir un dialogue avant les élections législatives. Alors, on sait que votre gouvernement n'est pas hostile au dialogue, ministre Gilbert Bawara. Mais pourquoi vous refusez d'ouvrir un dialogue avec l'opposition avant les législatives? Avant d'en arriver là, je voulais quand même rectifier un certain nombre de choses que mon frère Assou a dit tout à l'heure qui ne sont pas exactes. Allez-y, oui. Il a parlé de la signature sur les cartes d'électeurs, qui sont signées de l'ancien président de la CENI et non pas de l'actuel. Mais c'est pas une nouveauté, c'est pas une incongruité, ni juridique, ni administrative. Il y a la continuité de l'administration, il y a la continuité de l'État. En 2010, nous avons effectué la révision des listes électorales avec les cartes d'électeurs qui avaient été signées en 2007 par le président de la CENI de l'époque. Est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose à redire? Et au moment où nous avons commandé, où la CENI a commandé les cartes d'électeurs qui viennent avec les signatures, il y avait une CENI qui était en place, CENI dans laquelle toutes les composantes qui contestent même aujourd'hui cette structure faisaient partie prenante. C'était en juin 2012. Et cela a été commandé, le matériel a été commandé dans le respect des procédures propres à la CENI elle-même. Alors, c'est pour dire qu'il y a toujours comme ça des débats un peu artificiels qui sont entretenus. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à la fiabilité du fichier électoral. Mais les propres amis de M. Assou, au lendemain du recensement électoral, on dit qu'il y aurait eu l'enrôlement de mineurs et d'étrangers. Mais durant la phase des recours sur les inscriptions sur les listes d'électeurs, ils n'ont pas été en mesure d'exhiber une seule preuve d'inscription d'un mineur ou d'un étranger. Avant même de parler d'audit aujourd'hui, ils avaient parlé d'audit avant même le début du recensement électoral. C'est pour dire qu'on est parfois face à des amis de l'opposition qui sont dans des positions dogmatiques et plutôt idéologiques. Ils prennent des positions parce que c'est une caisse de résonance, c'est un fonds de commerce, et il y a la surenchère, ils cherchent à apaiser leurs militants et ils oublient l'intérêt général. Alors donc à propos du dialogue, je voudrais vous dire que le gouvernement reste dans un esprit d'ouverture et de dialogue, mais personne n'a le droit de prévaloir, de représenter le peuple. En quoi ils peuvent dire que c'est eux seuls l'unique représentant du peuple et exiger un dialogue avant d'aller aux élections. Maintenant, s'il y a des aspects du processus électoral qui mériteraient d'être améliorés et d'être corrigés, mais qu'ils le disent. Si le dialogue est une incantation, si le dialogue procède d'une manœuvre dilatoire, ils ne trouveront pas le gouvernement pour être complice de ce genre de comportement. Voilà ce que le gouvernement dit. Nous sommes des gens responsables. Nous travaillons pour que notre pays avance et nous savons qu'il faut essayer de permettre à toutes les composantes politiques et sociales, au-delà des clivages, au-delà des considérations partisanes, de participer au développement de notre pays.
Nous ne sommes ni dans les incantations, ni dans des manœuvres dilatoires, encore moins dans des positions dogmatiques et idéologiques. Donc, pour vous, Gilbert Bawara, il est clair que le dialogue se fera après les élections législatives. Alors, docteur Yves et docteur Atou Edem Kwasi, selon vous, qu'est-ce qui dérange le pouvoir de dialoguer avec l'opposition avant les législatives? Sylvain, permettez que je rectifie quelques comptes vérités de mon ami Bawara. Gilbert, vous avez fait la Suisse, moi j'y vis, donc on a quand même un héritage commun, c'est la Suisse, d'après ce que j'ai cru entendre de vous. Et vous avez vécu dans ce pays et vous savez combien la culture helvète est attachée à la vérité. Hein? Même si, bon, il y a des a priori. Ok, donc je voudrais vous rappeler ceci. Quand vous parliez des cas d'électeurs et vous récusez ce que je dis, ça voudrait dire que vous dites aux experts de l'Union européenne qu'ils marchent sur la tête. Hein? Parce que ce que je soulève, ils l'ont souligné. Voilà pour les cas d'électeurs. Maintenant pour le fichier électoral. Allons-y Gilbert. Le fichier électoral, vous dites que nous parlions d'audit avant le recensement. Bien sûr, quand votre collègue Bawara était déjà, votre collègue Bodjouna était déjà là, nous en parlions, parce que nous savons pourquoi nous en parlions. Est-ce que vous avez accepté ne serait-ce qu'une contre-expertise? Vous n'avez pas accepté? Vous nous avez sorti que non, après vérification, vous avez trouvé 16 000 et quelques doublons. Mais même si on s'appuie sur ça, hein, la fraude électronique est planifiée parce que c'est pas l'élection présidentielle, hein, c'est des législatives. Et il suffit de 50, de 60 voix, c'est fini, ça passe. Comment est la répartition de ces doublons? Personne ne sait. Vous détenez tout vous seul. Et vous ne voulez pas qu'on regarde dedans. Gilbert, vous avez fait la Suisse. Quand quelqu'un qui a fait la Suisse et de surcroît Genève cautionne du gangstérisme qui n'est pas toléré dans un pays qui est quand même son héritage, je dis c'est grave. Maintenant, venons-en quand vous parliez de vous travailler pour que le pays avance. Le pays avance et les hôpitaux sont dans cet état. Moi, j'ai eu un professeur qui m'a formé avant que je n'aille en Suisse. Vous imaginez, ce professeur me dit à tout, le jour où je tombe malade là, si j'ai dit à ma femme, si j'ai pas d'argent, de me laisser mourir à la maison, jamais dans nos hôpitaux. C'est lourd de sens, Gilbert. Vous imaginez vos enseignants à Genève tenir ces propos sur Genève. Mais Gilbert, quand on a vécu dans un milieu qui vous a porté, vous a donné, cette richesse-là, partout où on va, on le transmet. Et c'est là où on montre qu'on est intelligent, où on montre qu'on participe à la construction de l'univers. Tout ce qui se fait, vous cautionnez ça. Je vous laisse à votre conscience. Maintenant, pour venir à l'histoire du dialogue. Écoutez, Sylvain, l'histoire, le refus du dialogue par le pouvoir, ça tient au fait qu'il y a du côté du pouvoir des repus alourdis et malfaisants qui sont des extrémistes privés de discernement qui ne veulent pas épouser la logique de partageurs dynamiques des forces de l'alternance et du progrès que nous constituons à OBU, au CST et aujourd'hui, bien entendu, dans la diaspora, avec le collectif de résistance de la diaspora togolaise. Parce que, et pourtant, regardez, le protocole A, barre SP1, barre 12, barre 01, de la CEDEAO portant sur la démocratie et la bonne gouvernance, notamment son article 2, est clair sur les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les élections 6 mois avant les scrutins dans l'espace CEDEAO. Mais qu'est-ce que nous constatons? Le pouvoir et ses affidés, unilatéralement, ils font les choses. C'est-à-dire dans la violation systématique de toutes les lois. On parle des recommandations pertinentes de l'UE. Nous en avons parlé au CPDC rénové, mais c'est un passage en force qu'on a fait. On parle que le pouvoir travaille pour construire le pays. Regardez ce qui se passe avec les syndicats, qu'on tourne en bourrique. Comment on peut avoir le sens du prochain, l'amour du prochain et être indifférent à la détresse des travailleurs qui pourtant font tourner l'administration et le pays. C'est pathétique ce qui se passe avec ce
Merci, docteur. Merci, docteur. Je ne vous ai pas coupé parce que je vous ai laissé le temps de vous exprimer quand même. J.B. Bawara, depuis Lomé, ministre de l'administration territoriale, le réseau dérangeait, ça coupait de moment à l'autre. J'espère qu'il est toujours avec nous. Hein? Oui, je suis avec vous. D'accord, monsieur le ministre. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'intervention du docteur Adjou et d'Mkwasi depuis Genève, mais je m'en vais vous soumettre cette dernière question qui est également très, très importante. À un mois des élections législatives, la tension est très vive au Togo, ça il faut qu'on le dise. Les différentes villes du Togo connaissent des remous successifs ces derniers temps, ces dernières semaines, hein, et la tension est très vive dans le pays avec le mécontentement également des travailleurs et des partis d'opposition, hein, alors que dans un mois les élections législatives doivent se tenir. Alors pour un apaisement, est-ce que vous ne pensez pas, on parle toujours de dialogue, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il faut discuter avec ce gouvernement? Quel serait votre dernier mot d'apaisement et pour clôturer ce débat avec nous? Il n'y aura jamais de dernier mot. Je voudrais tout simplement réaffirmer la volonté d'écoute, de dialogue et de concertation qui a toujours animé le gouvernement et que nous continuerons jusqu'au jour du scrutin à être à l'écoute des idées, des propositions, des préoccupations des uns et des autres. Si jamais nos frères de l'opposition avaient des idées concrètes qui contribuent à améliorer la transparence, la crédibilité du processus électoral, nous sommes prêts à en discuter. Nous ne voulons pas être dans les incantations, dans le dogmatisme ou dans le sectarisme. J.B. Bawara, est-ce que vous pensez, politiques et sociales, monsieur le ministre, est-ce que vous pensez vraiment que les conditions sont réunies pour que les élections se passent sans violence au Togo? Est-ce que vous pensez, dans la situation actuelle, est-ce que vous pensez vraiment que les conditions sont réunies pour que les élections se passent sans violence? Le Togo est quand même connu pour ça à chaque élection, monsieur le ministre. Non, écoutez, il faut être un peu sérieux même. En 2007, c'est nous qui avons organisé les élections. En 2010, nous avons organisé des élections. C'est l'état d'esprit qu'il faut changer. Si maintenant certains s'enferment dans des actes de provocation, de contestation systématique, ça c'est autre chose. Mais si nous disons qu'il faut travailler ensemble pour que les choses se passent bien, dans la sérénité et la tranquillité, dans la sécurité pour les uns et les autres, ça se passera bien. En toute hypothèse, l'État assumera ses responsabilités. Vous voyez un pays frère comme le Mali, ils n'ont même pas encore fait le recensement électoral. C'est la même communauté internationale à laquelle vous faites référence qui insiste que les élections aient lieu à la fin du mois de juillet. Alors, vous voyez, donc nous devons être un peu sérieux. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des revendications sociales, qu'il y a des manifestations d'ordre politique. L'essentiel est que cela se fasse de manière pacifique, ce qui n'est pas le cas. Mais en toute hypothèse, c'est le reflet de la vitalité de la démocratie au Togo. Dans d'autres pays, c'est pas ce qui se passe. Peut-être que, une classe politique qui agit différemment, qui privilégie l'intérêt général et le bien de la population. Je vous dis tout simplement, il ne faut rien exagérer. Les quelques mots et agitations qu'il peut y avoir, il faut accepter cela. Il faut accepter que les travailleurs, les agents de la fonction publique puissent exprimer des préoccupations et des revendications. Ce qui n'est pas acceptable, c'est que cela se passe à travers des actes de violence, de destruction, des efforts que nous avons déjà réalisés. C'est qu'on ne doit pas se lancer dans la destruction de l'économie. On ne doit pas ruiner tous les efforts qui ont été consentis ces dernières années grâce à la contribution de tous. Pour le reste, c'est vraiment des propos qui n'ont aucun fondement. C'est vraiment des propos plutôt politiques, des calculs politiques. Mais comment vous pouvez comprendre qu'un parti ou des partis ne veulent pas dire qu'ils sont les plus populaires, mais en même temps d'affronter les urnes? C'est un paradoxe. Même pour autant, nous restons disponibles, nous restons à l'écoute. Nous estimons que les esprits vont s'apaiser. Merci. Il y a des situations qui est là. Merci. Et que les élections vont se passer d'ici un mois. Merci beaucoup, Monsieur Gilbert Bawara. Malheureusement, la communication se dégrade ce soir à Lomé, ici même en Suisse, ça je ne sais pas. Et malheureusement, les dieux de la technique ne sont pas avec nous. Merci quand même d'avoir accepté participer à ce débat. J'espère qu'on vous contactera d'ici peu de temps pour d'autres débats, pour quand même échanger sur d'autres actualités sur la crise politique au Togo. Merci et bonsoir chez vous. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir.
Eh bien, nous allons quand même continuer avec Dr Edem Atou Kwasi. Malheureusement, le réseau dérange à Lomé pour qu'on continue au moins pour 10 minutes le débat, mais le réseau est vraiment dégradant. Et donc, docteur Atou, vous avez suivi l'intervention du ministre Bawara et j'espère que vous avez une réaction avant qu'on continue avec vous. Bien sûr. C'est dommage que Gilbert ne soit plus en ligne. Gilbert, il a l'art de raconter des bobards, comme de petits enfants. Il a fabulé beaucoup, Gilbert. Bon, ça tient peut-être à son histoire. Passons. Je voudrais faire remarquer quand même que les voyous qui ont brûlé les marchés, nous le savons. Les services de renseignement étrangers le savent. Ce sont les amis de Gilbert. Pire, Franck Nyasingbe est associé à ça. L'homme qu'ils ont brandi comme un trophée de guerre, c'est le même Loum qui les dénonce. Le kérosène, allons-y. Qui le garde au Togo, le kérosène? Qui le sécurise? Mais on dirait que Gilbert, il a des problèmes cognitifs sérieux. Malheureusement, comme vous l'avez dit vous-même, le ministre Gilbert Bawara n'est plus en ligne pour vous répondre. Nous allons y passer rapidement. Et alors, Gilbert Bawara, pour lui, le gouvernement est ferme. Le dialogue se fera qu'après les élections législatives. Alors pour un apaisement politique au Togo, c'est quand même grave pour ce pays qui traverse actuellement une très grave crise. La tension est vive. Alors, Dr Atou, vous venez également de porter sur les fonds baptismaux, il y a quelques semaines seulement, un nouveau mouvement citoyen CRD, Conseil de la résistance de la diaspora. Alors, Dr Atou Edem Kwasi, pourquoi ce mouvement citoyen CRD, Conseil de la résistance de la diaspora? Est-ce que ce n'est pas un mouvement de trop dans la diaspora? Quelles sont rapidement les actions que vous comptez mener? Je vous remercie, Sylvain, pour aborder cette question. Je voudrais tout d'abord saluer la bravoure et l'engagement résolu de tous les mouvements citoyens et de tous les citoyens togolais de la diaspora qui se sont coalisés pour que le collectif de résistance de la diaspora CRD Togo voit le jour. Je voudrais saluer la maturité dont a fait montre le docteur Amouzou, président du Conseil mondial de la diaspora togolaise. Seul dont a fait montre également les autres organisations et Agbota Zinsou, parce que quand même, c'est des seniors qui laissent un jeune comme moi prendre le devant de cette structure en attendant qu'on voit la suite. C'est dire que nos aînés ont compris que là où le pays est, il y a péril en la demeure et qu'ils doivent se souder derrière les jeunes et les assister pour que les jeunes agissent. C'est déjà un signal fort que les seigneurs de la diaspora lancent aux populations sur le territoire national. Le CRD, comme vous l'entendez, est un collectif qui est une structure ad hoc. Je précise bien, le CRD ne va pas se substituer aux structures existantes. Le CRD est une structure ad hoc avec 3 objectifs bien définis. Le premier objectif, c'est d'accompagner, d'apporter le soutien, sinon les soutiens requis pour la coalition Arc-en-Ciel et le collectif Sauvons le Togo, de même que la synergie des travailleurs pour qu'ils réussissent la résistance citoyenne. Le deuxième objectif prioritaire, c'est de mener des actions de terrain en collaboration avec les structures organisées sur le territoire national et, s'il le faut, tout seul. Et puis notre troisième objectif, comme vous le savez, la diaspora togolaise n'a jamais été recensée. Et nous ne parlons pas souvent d'une seule voix. Et les mouvements qui se sont fédérés ont dit il est temps. Donc, il faut qu'on arrive à faire recenser la diaspora parce que nous sommes le premier partenaire de développement du Togo. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'UE, ce qu'il apporte au Togo
Justement, alors là, vous rejoignez quand même les mêmes objectifs du Conseil mondial de la diaspora togolaise. Pourquoi en créer alors le CRD, justement? Comme le dit si bien le docteur Amouzou lui-même, le Conseil mondial de la diaspora, à lui tout seul, ne peut atteindre les objectifs, surtout que la situation d'implosion qui prévaut actuellement demande une action concertée et forte, des actions plutôt concertées et fortes. Et comme vous le voyez, quand vous voyez la structuration du CRD, vous verrez qu'il y a 5 cellules. Il y a les cellules diplomatiques qui, dès la semaine prochaine, nous sortons un mémorandum, la campagne diplomatique va commencer. Cette cellule est pilotée par le docteur Amouzou, puisque le CMDT faisait déjà un travail dans ce sens. Est-ce que vous avez déjà une action, parce que le temps est contre nous là, est-ce que vous avez déjà une action à mener là? Mais bien sûr, le 21 juin, c'est la journée des martyrs au Togo. Et si vous voulez, au Togo, on martyrise pour rien notre peuple. Donc le 22 juin, parce que le 21 est tombé sur un vendredi, le 22, le CRD organise à Genève une manifestation pour dire non à la martyrisation du peuple togolais. Mais comme je vous le dis, déjà en début de la semaine prochaine, la campagne diplomatique va commencer avec le mémorandum que nous allons soumettre aux différents chefs d'État de par le monde et institutions internationales. Nous allons commencer dès la semaine prochaine par publier un billet citoyen dont le secrétariat permanent assuré par M. Agbota Zinsou-Senouvo, qui est très connu, va gérer la publication de ce billet citoyen qui visera une pédagogie citoyenne des compatriotes dans la diaspora comme sur le territoire national. Nous avons d'autres actions pour les semaines qui suivent que nous n'allons pas dérouler. Demain, nous avons une conférence téléphonique avec tous les responsables et leurs collaborateurs. Et au vu de ce qui sera décidé, s'il faut dévoiler les autres actions, on les dévoilera. Donc la toute première action, c'est la grande manifestation que vous organisez le 22 juin à Genève devant les Nations Unies, c'est ça? Absolument, c'est la toute première action de terrain, puisque la campagne diplomatique, elle commence avant cette manifestation. En tout cas, merci. Le billet citoyen que nous produirons régulièrement pour la pédagogie citoyenne et élever le niveau de conscience de nos populations, ça aussi va commencer avant cette manifestation. Merci beaucoup, en tout cas, Dr Atouedem Kwasi, conseiller spécial chargé de la stratégie politique et des relations diplomatiques d'OBU. Il est également coordinateur du CRD, conseil de la résistance et conseil de la résistance de la diaspora. Merci et de nous avoir accompagnés depuis Genève, ici même en Suisse. Merci également d'avoir fait ce débat avec le ministre Gilbert Baora, qui a été également des nôtres, que nous remercions en direct depuis Lomé. Rediffusion également sur Légende FM et sur la VRA, la voix de la résistance africaine. Bonsoir et à bientôt. À bientôt, Sylvain. Merci à vous et merci à Gilbert et à tous les auditeurs. Eh bien, merci à vous qui nous avez suivis sur le www.canalk.ch, également sur Légende FM à Lomé au Togo, la VRA, la voix de la résistance africaine. Merci également à nos partenaires des sites d'information panafricaines et togolais. Merci beaucoup. Excellente soirée à toutes et à tous. À samedi prochain. Fenêtre sur l'Afrique, avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K.